Ce soir, on a le plaisir de recevoir un artiste, un inclassable qui arrive pourtant toujours en haut des classements. Découvert il y a à peine 4 ans, considéré comme un phénomène, on a le plaisir de recevoir Eddy de Pretto. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Auteur, compositeur, interprète. Vous revoilà donc 3 ans après Cure, qui avait débarqué un peu sur la scène française comme un ovni, avec un immense succès populaire et critique. Cette fois, votre nouvel album s'appelle À tous les bâtards. La couverture est magnifique, on va y revenir. Mais d'abord, définition du mot bâtard, parce que ça peut choquer un peu les oreilles, ce mot de bâtard. J'ai regardé dans le Petit Robert. Définition numéro 1, né hors mariage, illégitime. Numéro 2, qui n'est pas de race pure, comme un chien, bâtard. Et 3, au sens figuré, qui tient de 2 genres différents, qui n'a pas de caractère nettement déterminé, comme une solution bâtarde. Il y a un quatrième sens. Hein. Ah oui, allez-y, dites-le moi. Le pain. Ah oui, le pain bâtard, exactement. Bon, comme ça, on aura fait le tour du mot bâtard. Qu'est-ce qu'il évoque pour vous, ce mot bâtard, et pourquoi l'afficher comme ça ? Il évoque un peu tout ce que vous venez de dire. C'est le côté un peu entre deux, exclu, en marge. Et je l'ai associé à des mots comme bizarre, étrange, moche, pédé, qui, moi, j'ai entendu beaucoup ça depuis que j'étais petit à l'école, même récemment. Et en fait, c'était comment... Il y a des gens qui disent encore ces mots-là ? À l'école ? Non, mais vous dites récemment, vous l'avez entendu. Ah, récemment, ouais. Même à l'album en 2018, à l'album Cure, ouais, j'étais... On vous le dit comment, sur les réseaux ? Ouais, sur les réseaux. Ouais. Ah oui, on vous le dit pas en face. Non, mais t'es chelou. En fait, il y a comme un côté un peu... le fait d'être chelou, le fait d'être différent, pas en tout cas dans les clous, c'était parfois vu comme un truc lourd à porter, une faiblesse ou quelque chose. Et moi, je pense que ça a fait partie de moi totalement. Ça le fait partie de moi. Et j'ai eu juste envie de le raconter, de le mettre, de me le réapproprier, ces termes-là, pour les afficher, en faire des chansons et en faire un album et raconter en fait que c'est pas forcément négatif que d'être différent et d'être chelou, d'être étrange, d'être bâtard. Et c'est exactement le pouvoir que m'a amené cet album. Mais dans l'insulte bâtard et dans beaucoup d'insultes, il y a des insultes qu'on peut se lancer de façon assez affectueuse. Ou espèce de bâtard. Tu m'as fait bien travailler avec l'accent, c'est pas mal. Espèce de bâtard. Effectivement, mais ça a une connotation quand même péjorative que vous retournez pour lui donner une valeur positive. En tout cas, je tente. C'est un choix personnel que de dire, en fait, ça ne m'atteindra pas plus, et ça sera quelque chose que je mettrai en avant comme quelque chose de plutôt de fier et de revendiqué. Comme un étendard, c'est un peu la revanche pour tous ceux qu'on traite de bâtards. C'est un peu ça ? Ma revanche personnelle. Cette notion de marginaux, de beaux monstres, de différence, on la retrouve dans pas mal de vos chansons, mais notamment dans Freaks, qui veut dire monstre. On écoute. À tous les bizarres, oh, les étranges, oh, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, oh, les exclus, oh, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free, free, free. Et voilà comment on a tous envie d'être des bâtards et de rejoindre cette horde. Non mais c'est vrai, il y a quelque chose de l'hymne dans ce que vous chantez là. En tout cas, moi je sais que ça m'a énormément aidé et j'espère, en tout cas quand tu écris une chanson, j'espère que ça va dépasser un peu les murs de là où tu l'as composée, où tu les as écrites et peut-être en faire... donner envie à certains de aussi être fiers de ce qu'ils sont. Ça, c'est l'objectif ultime. Ouais. Est-ce que c'est pas ça, parler quand on fait du rock ou de la pop, est-ce que c'est pas aussi ça ? C'est pas un devoir de la part des rockers et des gens qui font de la pop que de s'adresser aux ados et de leur dire, au moment où ils sont mal dans leur peau, et de leur dire « je suis là », quoi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé personnellement. Et ensuite, je vois que par rapport au premier album Cure, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient merci juste de pouvoir déconstruire des choses ou décadenasser des endroits de virilité ou de choses sur la sexualité ou en tout sens, ça enlevait un poids à ces gens-là. Est-ce que vous l'avez appelé Cure ? Moi, de mon temps, ceux qui m'ont dit... Cure. Ouais, exactement, ceux qui m'ont dit « t'es pas tout seul » ou « si tu cafardes dans ta chambre tout seul », ils s'appelaient Cure. Il y avait un clin d'œil, évidemment. Ils étaient mal coiffés. Bien sûr qu'il y avait un clin d'œil. Et en fait, ils nous tenaient compagnie parce que la jeunesse est une solitude à un moment donné. Quelle que soit l'orientation sexuelle, ça peut être pire pour certains, évidemment, mais je pense que
le chanteur des jeunes, que vous êtes encore, et pour Oui, jeunes... mais qui s'adresse? Non, mais. Il s'adresse, Non, je sais qu'il parce s'adresse que, à tout le monde. Du coup, je vais me mettre dans les. Dans les Dans les jeunes. vieux. Non, dans les vieux. Allez, mamie, vas-y. Eh ben, mamie. vous adressez à moi aussi, pour différentes raisons. Mais il y Faire a de la des musique, pour moi, ça ne s'adresse pas pile poil à quelqu'un ou à quelque Non, chose. Ça ouais. s'adresse à plus des choses universalistes, à des grands messages de société qui, moi, m'ont toujours fait avancer dans des grandes chansons. Qui Par vous a exemple, de aidé Balavoine, Michel Berger. C'est des chansons qui, en tout cas, parlaient à tous. Et il y a des chansons, vous avez en tête une chanson dont les paroles que vous avez encore en tête, chantées par Balavoine ou Michel Berger ou qui Ou Jacques d'autre Brel. Ou Brel ou je ne sais qui. Vous en Vous dites, aidez. ah là, il a mis quelque chose sur ma peine ou sur mon armure. Je pense à qui si je dois. Là, tout de suite, je pense à. Soit à Diams par amour, ou soit à Charles Aznavour quand il faisait. Je me voyais déjà. C'est des choses qui. Le meilleur duo. Non, mais je me voyais déjà, ça c'est quelque chose qui est assez récurrent dans vos chansons. Il y a quelque chose d'aller tout en haut, de voir votre nom en haut de l'affiche. Il y a une ambition chez vous. C'était une ambition dans le sens où j'avais envie de partager, comme je vous l'ai dit, ce que j'écrivais, bien sûr. J'avais envie d'aller sur scène. J'ai toujours adoré me mettre en scène depuis petit. Et du coup, l'idée de me raconter, de me mettre comme ça devant les gens, c'est toujours quelque chose qui a été excitant dès petit. Ouais. Et est-ce qu'on vous a déjà reproché votre ambition, justement? Parce que si vous en parliez assez ouvertement et en même temps, vous étiez en dehors des codes de la pop culture et des figures musicales qui peuvent réussir aujourd'hui, est-ce qu'on vous a dit non mais ça marchera pas, enfin ton ambition, Ouais. faut que tu la mettes de bien côté sûr, quoi? Bien sûr. Ma famille proche me disait que ce serait impossible. Il fallait un plan B quoi. Il fallait un plan B, il fallait le plan B, surtout le plan qui deviendrait le plan A, mais c'était pas envisageable parce qu'il fallait du piston ou connaître des gens et que j'étais pas dans les codes aussi. Dans les années 2000, on avait peu, en tout cas dans la pop française, d'idoles qui étaient à côté ou c'était assez. C'est très lisse. C'était très lissé, c'était le standard de l'époque et très bien. Et la Mais en tout famille, cas, moi, elle je dit me quoi retrouvais aujourd'hui? pas. Puisqu'elle Ils vous sont dit. très contents, bien Ils entendu. sont contents Ouais. Très fiers, bien sûr. Et vous êtes content qu'ils soient fiers? Ouais, je crois. Première scène à la MJC de Créteil où vous êtes le seul à ne pas chanter du rap. Et voilà ce que vous chantez. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est qui celui-là? Think about it every night and Mais c'est R. Kelly, vous connaissez la chanson? Ah, je connais parfaitement la chanson, je savais pas que c'était lui. Et c'est ce que vous chantiez, vous? Ouais, c'était une sorte de fête de fin d'année à la MJC où j'étais à Créteil et on devait tous chanter un morceau parce que moi je faisais du chant là-bas. Et je suis très heureux là. On voit que vous volez, là. Ouais. Et donc, du coup, j'avais très envie de chanter cette chanson parce que je l'avais travaillée toute l'année et fallait me montrer un peu ce qu'on savait faire. Et c'était beaucoup de rap, en effet, là-bas. Et j'avais trop peur parce que moi, j'arrivais avec du R&B hyper vocal. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ouais, et puis il fallait se la coller, cette chanson, parce qu'elle n'est pas Bah, ouais, ça elle est pas- à chanter. Vous êtes aussi de la génération High School Musical. On écoute. Is together once we know that we are, we're all stars, and we see that we're all Alors, David, High School Musical, attendez, ça fait mais si moi, jeune j'ai- sur cette photo. Ouais. Mais oui, mais c'est intéressant parce que c'est pour comprendre vos influences. Ça va de Jacques. Bah voilà, c'est High School Musical. Voilà. Non, mais évidemment, il n'y a pas que ça, mais vous regardiez, ça faisait partie aussi de. Bien sûr, bien de ce que vous sûr. ça a regardiez, tout été- comme vous écoutiez Jacques Brel par le biais de votre maman. Mais juste en sortant de l'école, en sortant du lycée, je suis allé faire une école un peu comme High School Musical à Paris, dans le 9e, Ouais. qui faisait chant danse théâtre quotidiennement et c'était trop bien comme formation. Et je pense que High School Musical n'y est pas pour rien. Vous voyez et donc, vous êtes devenu à un moment chanteur pour touristes parce qu'il fallait gagner votre vie. Bah je voulais avoir mon propre appart à Paris, je voulais avoir mes premiers cachets d'intermittent et du coup je suis allé faire les bateaux mouches. J'ai trouvé un casting, une pote qui m'a proposé un casting et qui m'a dit à ça, ils cherchent des hommes. Et je suis allé passer le casting et la dame qui faisait la directrice artistique de ces bateaux m'a dit eh ben tu es pris. Et donc Alors, c'était mes premiers cachets. C'était pour quoi faire comme Sur les spectacle? péniches. Ouais. Eh ben c'était des péniches, je chantais des Des reprises, Je les savais gens- pas que sur les bateaux mouches, il y avait des chanteurs. Ah bah c'est pas tous, mais sur cette Ceux qui sont compagnie-là. standing. Ouais. Et donc du coup il y avait des gens qui dînaient, surtout des touristes ou des gens de région majoritairement,
qui venaient pour regarder Paris et passer le meilleur dîner possible avec moi en tête d'affiche. Et aujourd'hui, Et alors que vous passiez devant Notre-Dame, vous chantiez par exemple l'Ave Maria. Voilà, Ave Maria, devant la Tour Eiffel, la vie en rose, Nina Simone, Feeling Good, toutes Et c'est un public facile ou pas? Bah, ça dépend des soirs, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui disent va plus loin, je suis en train de manger mon steak. Et puis il y en a qui adorent et qui disent, qui font des Mais- selfies. Eddie s'est fait plaisir quelques années plus tard puisqu'il en a fait une chanson dans cet album et un clip. Regardez ce qui arrive aux touristes. J'étais personne, plein de petits tafs d'automne. Je rêvais d'idole, je me voyais déjà en haut. J'ai fait un anniversaire dans Quand cette j'avais péniche. personne, Ah ouais? Ouais. qu'une soif qui déborde. Je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut. Et là, on c'était revient à Aznavour. Je me voyais déjà en haut. Début, Est-ce que vous avez l'impression d'être arrivé là où vous vouliez arriver ou est-ce qu'il y a encore plein de marches à gravir? Jamais arrivé. Les objectifs s'émancipent avec le fait de se réaliser petit à petit. Plus je me réalise, plus j'ai envie encore d'aller plus loin et de me réaliser autrement ou même de la même manière, mais encore plus grand. Ça, je pense que jamais ça sera assouvi, heureusement ou malheureusement. Est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui, ça correspond à ce que vous imaginiez quand vous avez commencé et que vous étiez sur le bateau? Non, non. Non. Personne C'est ne mieux vous avait prévenu. Personne Qui était n'avait le monde du show prévenu que c'était ça. Mais c'est mieux ou, C'est mieux, ça dépend des aspects. Je suis très content, bien sûr, mais il y a des aspects où, voilà, c'est le taf, quoi, à un moment. Allez-y, David. J'ose pas en parler. Allez-y. Si. Il faut mettre le sujet Ouais. sur la table. Non, mais je le mettrai après l'autre sujet dont on a parlé avant l'émission. C'est l'argent dans tout ça. Est-ce que ça compte? Puisqu'on Ça, parlait c'est de la réalisation. question subsidiaire. Ouais. Non, mais il faut Oui. pas en parler. On n'en parle jamais avec Mais les si, vedettes. on peut en parler, mais bien je trouve que sûr qu'on c'est en vachement important parce que dans l'accomplissement et dans la sanction, il y a les ventes d'albums, il y a le public, il y a sa propre inspiration et le jugement Bien qu'on sûr. porte sur soi. Moi, mais il y a aussi son rapport à l'argent. Bah, parce qu'on est j'ai dans jamais, une en fait, société moi, j'ai d'argent. jamais été dans ce milieu-là pour faire de l'argent. Ça n'a jamais été un moyen. Au départ, oui, bien Au sûr. départ, ça n'a jamais été Et à un l'arrivée non moyen. plus. Une raison d'y arriver, c'était pas pour ça. Et après Cure, c'est vrai que mon rapport à l'argent a énormément changé car il a évolué et que même moi j'étais le premier étonné. J'appelais ma manageuse et je disais mais non, ah ouais, putain, c'est pour moi. J'étais là mais qu'est-ce que je vais faire? C'est mon relevé Et bancaire. le pire, c'est que j'ai très peur de revenir. Je viens d'un milieu très populaire à Ouais. Créteil et la sensation de taffer de ouf pour pas perdre ça aussi, c'est une crainte que j'ai quotidiennement. Et le syndrome de l'imposteur, il existe aussi. Comment j'ai eu ça? Pourquoi j'ai eu ça? Ouais. Pourquoi Parce je que suis ça si s'arrête. chanceux d'avoir ça aujourd'hui? Et en effet, c'est des questions qui parfois te font énormément réfléchir. Et vous êtes cigale ou fourmi? Excusez-moi, c'est la dernière question sur des choses aussi indiscrètes. Hein. Après, on parlera d'un ça sujet dépend, grand je suis un public. peu entre les deux, ça dépend. Ouais. Je suis entre Cigale les ou deux. fourmi. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, ça a changé votre rapport à l'argent? Est-ce que ça a changé votre rapport aux gens? Ou est-ce que les gens ont changé dans vos rapports avec Ah vous? non. Non. Moi, j'ai gardé la même bande de potes. On a toujours été un groupe depuis le collège. Avec que des filles avec moi. Et j'ai toujours les mêmes potes. Et Que des rien- filles avec vous. Ouais, beaucoup. Et alors, personne n'a changé autour de vous. Votre succès n'a changé Ah, personne. Non. C'est ce qui J'ai- permet et- de rester ancré au final. Ouais. Et puis j'ai eu rarement des nouvelles têtes qui sont arrivées ou en qui j'ai eu plus confiance que que mes potes. Donc non, moi ça m'a pas fait vriller. Je reste assez les pieds sur terre avec tout ça. J'essaye au maximum. David. On parle de l'autre sujet délicat. Bon, je sens que de ça. l'album. Alors, on aura parlé Moi, d'argent, Vous donc ramenez les forcément, on sujets va parler délicats, de. hein, vous. Non, moi je voulais évoquer l'anus. Il y a une chanson qui s'appelle Zone, Oui, qui est la- liée La zone. la zone érogène pour le coup, qui peut se lire d'ailleurs à double sens. Oui, alors hein. Il y a- évidemment, il y a des vous endroits pensez où à on moi, n'ose j'avais pas pas aller, compris on devrait y j'avais pas aller. compris le double sens. Alors racontez-nous Isabelle déjà Mais non, comment mais vous je- avez pris la chanson. Mais la zone, moi, je croyais que c'était le quartier, la banlieue. Ça l'est enfin. aussi, attention. Hein. Ah, C'est voilà. vraiment un double sens. Et David m'a dit il n'y a pas que ce sens-là. Effectivement, il y a une double lecture, mais c'est écrit avec énormément de délicatesse et de poésie, et je la trouve. Alors c'est une chanson pédagogique. sur une zone érogène dont on parle jamais en amour. On peut parler des seins. Claude Nougaro a parlé des seins, il me semble. Juliette Bachung l'avait Gréco fait aussi. a chanté, Oui. Il me voilà. Les jambes, le derrière aussi, mais l'anus, c'est plus compliqué. Vous avez osé.
qu'on laisse souvent dans l'eau. Ouais, assez naturellement, ouais. C'est que je trouve ça fou, nos constructions sont si établies que souvent des hommes ne parlent pas de manière très facile de cette zone qui pourtant leur appartient, et tout de suite il y a comme une dévirilisation de ce qu'ils sont alors que ça leur appartient totalement, et s'ils veulent jouir de leur anus, qu'ils jouissent, messieurs, jouissent. Ouais. Et ose d'ailleurs, c'est ce que vous dites dans la chanson. C'est ça, c'est pourquoi c'est si un tabou. Chez les meufs, il n'y a pas de souci, on peut aller toucher la zone et c'est beaucoup plus facile d'en parler en tout cas. Ouais, moi je suis free avec ça. Mais chez les hommes, tout de suite, il y a comme un ouais, non, on va pas là-dedans, non, moi, on touche pas à ça. Et vous ne Après- vous interdisez pas d'en parler et de le chanter. Et ça, c'est assez fort quand même. Ben, j'ai envie, moi c'est pour ça que je vais au cinéma, que j'adore rencontrer des nouveaux artistes. C'est pour que on me tente et on m'amène à d'autres façons de voir les choses, pour me déconstruire et pour m'amener sur d'autres sujets que mon petit monde. Alors, il y a aussi dans une de vos chansons qui s'appelle Si seulement, vous dites du même bord, du même sort, si seulement tu étais d'accord, une chanson sur la séduction d'un hétéro par un homo. Ouais, d'un homo à un hétéro. Ah, d'un homo Voilà. à un hétéro, pardon. Oui, Ouais. j'ai inversé les... Donc ça veut dire que ça vous amuse finalement de casser les codes, de dire, de regarder de l'autre côté, de... Bah, moi, c'est pas casser les codes, moi, c'est ma vie. Enfin, tu vois, je suis en soirée et s'il y a un homme qui me plaît, potentiellement qu'il soit hétéro ou homosexuel, c'est pas tout de suite écrit sur son visage. Et donc, du coup, il peut s'enclencher un jeu de séduction. Et puis, à la fin, c'est ce que raconte la chanson. À la fin, le gars me fait « Ouais, mais désolé, j'aime les meufs, quoi. » C'est la vie. Oui, mais est-ce que ça facilite pas les choses d'être Eddie de Pretto? Ça dépend. Plus dur, un challenge plus dur encore. Séduire une lesbienne. Vous le sauriez faire? Ouh là là, bah, Pas facile. Hein. j'irai pas naturellement, en tout cas, Ouais. vu que c'est pas ce qui, moi, me vous attire m'attire particulièrement. particulièrement. Lauriane, vous vous êtes penchée ce soir sur le féminin, masculin, justement, en matière de mode, le nouveau style des hommes. Oui, exactement. L'image dont toute la mode et le monde en général a parlé cette semaine, c'était celle de Kid Cudi, le rappeur américain, qui est apparu le 11 avril dernier sur le plateau du Late Show Saturday Night Live avec une très belle robe à fleurs et un collier. Le collier, on était habitué, la robe à fleurs un peu moins chez Kid Cudi. Et en fait, c'était une annonce d'une collaboration qu'il va faire avec la marque Off-White. Et c'était aussi un hommage assez discret à Kurt Cobain. On célébrait l'anniversaire de sa mort la même semaine et Kurt Cobain était un habitué des robes. Il en portait au quotidien, il en portait aussi sur scène. Dans les années 90, c'était une manière pour lui Nirvana, d'abolir idole, quoi. les normes de genre, d'affirmer son féminisme, puisque Kurt Cobain a fait plusieurs citations et plusieurs sorties féministes, et aussi son anticonformisme et puis plein d'autres mots en isme, progressisme, etc. Je ne pouvais pas parler de ce sujet sans parler évidemment de ce qu'a fait Jean-Paul Gaultier dès 85 avec sa collection culte « Et Dieu créa l'homme » avec un H. C'était des hommes qui portaient leur première jupe et il disait lui-même « J'aime inverser les rôles, briser les codes établis qui n'ont plus de sens aujourd'hui déjà en 85 et donc encore plus maintenant. » Et il disait « Je ne crois pas que les tissus aient un sexe ». C'est une vision de la mode donc forcément assez politique portée par Gaultier, très inclusive aussi, que partagent deux nouveaux jeunes designers français dont je vais vous parler. Le premier, c'est Ludovic de Saint-Cernin. Il a 30 ans. Il imagine des vêtements très sensuels, on peut même dire très sexuels, très clairement. Il mélange toutes les identités. On a des hommes qui ont des poils ou pas de poils, qui sont avec des tenues tout à fait qui dévoilent un petit peu tout. Et je trouve ça très très beau. Et puis, Très, très beau, ouais. j'adore. David est un peu perdu, lui, mais bon. Non, je pense moi, aux je te verrais personnes, très bien je pense avec aux le personnes top âgées de- qui nous regardent, qui sont un peu déphasées, Mais ou c'est aux petits garçons, aux petites filles qui se disent Ça va merde, nous là, je sais pas réveiller trop un où je petit peu suis. tout ça. En fait, ça évoque David Bowie quand même, le Oui, grand-père bah, de tout le monde. évidemment, là. ouais. Ah oui. David Bowie, c'est Oui. le grand-père ou la grand-mère de tout le monde. En Là. termes d'androgynie, je pense qu'on n'a pas encore fait mieux que David Bowie aujourd'hui. La deuxième créatrice dont j'ai envie de parler, c'est Nicolas sans S, Lecourt Mention. Elle a 28 ans et alors elle imagine des tenues de soirée pour personnes flamboyantes. J'adore cette description et j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle emploie le mot personne, puisqu'elle ne parle pas d'hommes ou de femmes, ce sont des personnes flamboyantes, donc n'importe qui peut l'être. Elle habillait tout récemment le musicien Ichon dans son dernier clip. Il portait un costume avec
avec une jupe et un blazer satiné avec un collier et un soutien-gorge. Le soutien-gorge, là, c'était vraiment uniquement pour montrer l'androgynie et c'est le côté érotique du vêtement. Hein. Il n'y avait pas de fonction de soutien particulier. Et ça m'a rappelé d'ailleurs la tenue que vous portiez vous-même, Eddie de Pretto, dans le clip Bateau Mouche qu'on a vu tout à l'heure. Ce costume pastel très beau et surtout ce collier de perles qui se révèle au moment où vous décidez de cracher un petit peu la soirée comme une sorte de gros merde à la bonne société. Et donc j'ai une question pour vous. Je me demandais en quoi vos vêtements ont permis d'explorer ou d'affirmer votre identité au cours des années. En quoi assez naturellement. C'est beaucoup de mood, d'ambiance et de ce que je veux raconter. J'ai une féminité qui m'appartient et j'ai envie de aussi pouvoir la démontrer dans tout ce qui me représente. Donc le vêtement va avec. Une forme de créativité. Ouais, une forme de créativité, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai regardé vos looks, c'est pas hyper féminin au sens habituel. Pas toujours, pas toujours. Aujourd'hui, c'est assez urbain. Aujourd'hui, je suis plus worker. urbain, c'est Et vrai. il y a le petit sac. Il y a le petit sac. Il y a le petit sac, Ça, voilà. c'est très à la mode. Les tout petits sacs. Exactement. Mais ça dépend, il y a toujours un petit accessoire par-ci par-là. Est-ce que vous êtes un piège à mode? Est-ce que les marques viennent vous voir en disant il faut qu'absolument Eddie de Pretto porte ça parce qu'il est hyper Les collabs. prescripteur? Vous avez un côté porte-manteau un peu malgré vous, mais enfin, est-ce que ça arrive? Ça m'arrive, Ouais. ça m'arrive. Cette question Vous voulez me de... piéger, vous Ah, je sens que le sac, à mon avis, est pas arrivé pour la part. Cette question de féminité, masculinité, c'était un des sujets de votre premier album. Moi, je pense Ouais. qu'on va écouter Kid, évidemment, parce que la virilité était au cœur du sujet. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Ça, c'est Tu un message seras ta très fort pour toute puissance une génération. Quel est masculine votre pour rapport, cette vous, essence aujourd'hui, à la aussi virilité? ta mère. Nous balançons C'est un travail famille. quotidien, j'ai tellement grandi dans un endroit où on prônait ça, où ça a été prôné, mon contexte. Vos parents, mes même parents, de votre maman, dont vous dites qu'elle-même était virile dans son éducation. Bien sûr, toute l'éducation. Et donc, il m'en reste des traces naturelles, instinctives. Alors, je ne sais pas si elles ont été construites, mais j'essaye petit à petit d'être le plus fluide avec ça. Et je Mais passe c'est- avec vous-même. C'est curieux quand même parce que depuis qu'il vient, c'est la deuxième fois qu'il vient dans l'émission, il était venu il y a 3 ans. Il y a un truc avec les Eddie quand même. Parce que pour en finir avec Eddie Bellegueule, Ouais. Je pensais à Eddie Mitchell. mais non, mais pour en finir avec Eddie Bellegueule, le parcours de l'auteur me fait penser à ce que vous dites aujourd'hui. Vous êtes la version musicale ou il est la version littéraire. Il est la version littéraire. Il est la version littéraire d'Eddie de Pretto. Et Eddie de Pretto, c'est la version musicale d'Eddie Eddie Bellegueule, Bellegueule. cet auteur qui raconte comment il s'est affranchi par le théâtre et la littérature plus tard Bien sûr. des assignations Bien auxquelles il était destiné. Bien sûr, il y a du lien, bien sûr. Il vient d'un milieu rural, plus lui, c'est ça? Ouais. Ouais. Louis, c'est C'est Édouard Louis. Édouard Louis. Ouais, j'ai lu son livre que j'avais adoré. Et vous le connaissez pas, vous vous êtes pas rencontrés, jamais. Non. Alors que vous devez théoriquement vous rencontrer parce que vous racontez une histoire qui est très Ouais, c'est proche. similaire. Et justement, lui, il venait d'un milieu rural, vous venez d'un milieu urbain, mais en périphérie de Paris. Et dans l'album, vous parlez de Montmartre, de Barbès, du métro. Je voulais savoir comment est-ce que Paris vous inspirait? Est-ce que ça a été un lieu d'affranchissement, d'ouverture? Est-ce que parfois ça vous contraint? Bah justement, pour moi, Paris, c'était toute la flamboyance, la liberté, l'extravagance d'une image folle que j'avais envie d'atteindre. Et ma tante, qui a une chanson sur Rostati. l'album qui s'appelle Rostati, c'était celle qui représentait tout ça, la décadence, la liberté de ton, L'excentricité. l'excentricité. Et donc, du coup, elle représentait Paris. Elle vivait à Montmartre, près de Barbès. Et à chaque fois que j'allais la voir, j'étais tout fou, tout dingue, parce que c'était une tante où je savais que je pouvais être la personne que je voulais être, finalement. Le regard était moins pesant. Le regard était moins pesant, il n'y avait pas de cadre. Et elle disait à ma mère tout le temps, mais oh là là, laisse-le tranquille, il sera bien ce qu'il voudra. Et ça, c'était des choses, ce discours-là, en tout cas, je l'ai entendu que chez ma tante. On a parlé beaucoup du message, Oui. mais quand même, ça me revient, mais on parle beaucoup de Jacques Brel quand on parle de vous. Mais là, ce qu'on vient d'entendre, et notamment cette chanson, là, Tu seras viril, mon fils,
m'évoque, moi, plutôt Claude Nougaro. Ouais. On C'est vous pas la parle première beaucoup fois de qu'on Claude vous le dit. Nougaro. Hein, Ouais, je c'est crois. pas la première Ouais, ouais. C'est pas la première fois. Ouais. Et c'est plutôt flatteur. Oh bah ouais, bien sûr. Moi, je prends tout, vous savez. Il y a dans une de vos chansons une formule qui en dit long sur ce que vous êtes. C'est intense et c'est bouleversant. Moi, je trouve que c'est très juste. On va écouter Tout vivre. Pourquoi j'écris et ça c'est tous les soirs. Je me regarde et je me dis pourquoi ce besoin de s'aimer si fort. Alors je force et je me bute à vivre des trucs de folie. Car quand on vit fort, on a le sentiment d'être en vie et d'avoir des grandes choses à dire. Des choses qu'on ne dit pas à demi. Des choses qui demandent à grandir et qui mûrissent avec les rides. Mais ils pressent le temps, personne ne trouve de rime. On court tous après du vent pour sûrement se prouver qu'on trime. Qu'on fait mieux que les autres pourtant. On est tous dans la même frime. Celle qu'on nomme avec un grand F. Se montrer qu'on est légitime. Je peux écrire des lignes qui sont toutes les mêmes parfois. Il faut que j'aille chercher le but. Vivre tout fort avec mes tripes. Elle aurait Pour pu ça, être je écrite dois par prendre le temps, un sortir du quinquagénaire. jeu. Un vieil homme. Un vieil homme. Non, mais c'est vrai, il y a une maturité à dire moi, il me faut du temps. Et je crois qu'on vous a reproché d'avoir mis du temps entre le premier et le deuxième album. On vous pressait de l'écrire, ce deuxième album. Bah, c'était plutôt les gens avec qui je parle sur les réseaux, les fans très proches qui me disaient ouais, au lieu de faire des stories, sors des sons quoi. Et Ils ont pas Et vous dites que vous avez, complètement tort. non, mais vous dites que vous avez besoin de vivre, d'expérimenter. Alors comment est-ce que vous occupez le temps pour nourrir vos chansons? eh ben en regardant la vie justement, Il fait des tours de bateau. en mon regardant ce qui se passe, en regardant les émotions que ça entraîne. Et il se passe quoi depuis un an? Parce qu'avec le confinement, Ah bah, il s'est passé. En fait, j'ai commencé à écrire l'album en septembre 2019, donc il s'est passé des choses. Et justement, je suis allé piocher aussi dans des histoires qui m'étaient arrivées, des expériences comme Bateau Mouche qui m'ont construite et qui m'ont formée et qui sont une preuve, une trace de ce que je suis devenu aujourd'hui. À un moment, vous dites, et maintenant me revoilà, je remets mon cœur en vente. Il y a un peu d'angoisse là-dedans. Vous avez eu peur en le... J'ai tout le temps peur, bien sûr. Là, j'ai peur aussi. C'est vrai? Bah, bien sûr. Bah, vous le cachez plutôt bien. oui, ça se passe très J'ai bien. un très bon masque. Et j'ai une dernière question un peu indiscrète. Décidément, c'est un festival Oui, de gueule qui Est-ce arrive. que vous avez envie de vous reproduire? Me reproduire, non. Mais je le dis dans l'album. Ouais. Vous voulez pas faire d'enfant? En tout cas, c'est pas une lettre motive là pour le moment. Et alors, un troisième album? Ah bah, on verra. C'est comme les enfants. On Non, verra. non, mais c'est vrai, il y a quelque chose d'un peu angoissant pour vous, j'ai l'impression. Parce qu'à la fin, vous dites, il y en aura peut-être pas. Mais non, mais moi j'ai la crainte de raconter des merdes juste pour la petite chanson, bien sous toutes ses formes, qui développe pas grand-chose, qui me fait chier. C'est ça qui me fait un peu peur. Donc du coup, quand j'aurai rien à raconter et qui sera pesé, réfléchi et où j'aurai des choses à venir déconstruire et avancer, j'écrirai pas d'album pour écrire un album. J'ai vraiment envie de défendre des choses. J'en reviens au tout début parce qu'on n'a pas parlé de cette pochette d'album que je trouve sublime, le jaune et flamboyant. Et puis alors ce dessin, il vient d'où? C'est une fan que j'ai rencontrée, enfin j'étais sur Instagram et j'ai vu ce dessin. Décidément, vous en passez du temps sur Instagram. Oh, beaucoup trop. Et j'ai vu ce dessin qui m'a pas laissé indifférent. Et je me suis dit, ça sera ça la pochette de l'album. Je parlais de bigarré, d'étrangeté, de bizarrerie. Et je trouvais que c'était la meilleure manière que d'être représenté par quelqu'un d'autre, d'aussi chelou. Est-ce que vous avez beaucoup changé en 4 ans? J'ai évolué en tout cas. Mais vous vous sentez bien avec vous avez... Ça dépend des jours. C'est vrai, Il y a des Ouais. jours où je me sens très bien, il y a des jours où c'est plus difficile. Moi, je vous trouve plus malicieux qu'il y a 3 ans. Ah ouais? Il y a de la malice et il y a peut-être plus de confiance? je sais pas, j'allais dire joie de vivre, mais je vous trouve joyeux. Ben, en tout cas, l'album, les 2 albums m'ont aidé dans ce sens. Améliorer la joie de vivre. Alors, si tout va bien, vous serez en tournée à partir du mois d'octobre prochain avec plein de zéniths au programme. Ça commencera par Bordeaux. Je crois qu'il y a une vingtaine de zéniths. Il faut les remplir. Il faut remplir la scène. Vous commencez à plancher sur la scénographie. Parce que c'est Ouais. votre truc aussi, ça. Je suis en train de faire ça en ce moment là, ouais. On Ouais. prépare la scénographie des Zéniths qui commence le 8 octobre à Bordeaux, Ouais. et qui passe le 28 octobre à Paris. Vous chanterez toujours avec le smartphone ou vous allez faire Non, autre chose? justement, Ouais. genre, je débranche. Ouais, je parce débranche. moi, ça m'avait beaucoup frappé en live. Il Ouais, lançait oui, lui-même oui, c'est ses vrai. musiques avec Ouais. son Ouais. téléphone.
Bah non, mais là, déjà l'album est plus musical, plus mélodieux. Et vous chantez beaucoup plus. Et je hein. chante beaucoup plus. Oui. Du coup, j'avais envie que ça se ressente aussi sur le live et qu'on est vraiment un band, un grand groupe. Donc il y a 6 potes à moi qui sont derrière et qui gèrent ça brillamment. Et on part ensemble et il y aura beaucoup plus le côté humain, surtout après cette crise. Je pense que c'est nécessaire.